Alors qu'en ce moment les Celtics et les Mavericks s'écharpent en finale NBA, c'est le moment d'en parler, mais c'est bien aussi de s'intéresser aux 28 autres franchises qui pendant ce temps préparent la saison prochaine. Dans ce format, je vous ai déjà parlé des Spurs, des Warriors et des Hawks, et cette fois-ci encore, il n'y a pas trop eu d'hésitation sur le canal Instagram. Vous vouliez que cette fois-ci je me penche sur les Lakers. Et si le choix des Lakers ne vous plaît pas, tant pis pour vous, rejoignez-nous sur le canal Instagram pour la prochaine fois. Comme ça, vous voterez pour votre team préféré. On est de plus en plus nombreux, et c'est là-bas que vous pourrez choisir les sujets du samedi. Ce serait quand même dommage de manquer ça, je vous attends de pied ferme. Mais bref, ouais, aujourd'hui c'est des Lakers qu'on parle. Avec un LeBron James qui a la possibilité de devenir agent libre, avec un coach à trouver, et aussi pas mal de travaux à envisager, que peuvent-ils faire cet été? Comment peuvent-ils continuer de construire leur équipe autour de LeBron James afin de rester compétitifs? Enfin, tout ça si LeBron James reste, ça aussi c'est une véritable inconnue à l'heure actuelle. Eh bien vous allez voir que pour répondre à tout ça, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, et commencer un sacré chantier. Mais bon, ce chantier il me fait pas peur, alors on s'y attaque. Comment les Lakers peuvent-ils entourer LeBron James cet été? Bon, les Lakers, si on dresse le bilan là en fin de saison, difficile de dire que ce n'est pas décevant. Après, je le sais, on a tendance à être sévère avec cette franchise, vu son passif. Limite, si elle est pas championne, c'est décevant. Mais là quand même, après avoir fait un très beau parcours en 2023, se faire éliminer par les Nuggets dès le premier tour en 5 matchs après avoir dû passer par l'étape play-in, c'est pas ouf. On peut facilement imaginer qu'en début de campagne, LeBron James et ses potes s'attendaient à bien mieux. Du coup, il y a eu réaction du côté du front office, et premier fusible à sauter, le coach, Darvin Ham. Si je suis persuadé qu'il avait des qualités en tant que tacticien, quelque chose ne semblait pas passer avec son groupe, et la rupture paraissait plus que visible. Il est donc finalement très compréhensible de voir la collaboration entre les deux parties s'arrêter au vu des constats dressés. Mais si c'était la seule incertitude à gérer du côté de LA, l'été serait bien calme. Parce que oui, en parallèle, vous le savez très bien, LeBron James dispose d'une année en player option à plus de 50 millions la saison. Selon les dernières rumeurs, il ne devrait pas l'activer, mais cela ne veut pas forcément dire qu'il cherche à quitter Los Angeles. Non, cela voudra sûrement dire qu'il cherche un contrat plus sécurisant, sur du plus long terme, au maximum sûrement, et sur 2, voire 3 ans. Les Lakers pourraient lui offrir ce type de contrat, et visiblement, Rob Pelinka est enclin à ça, mais apparemment ils ne seront pas les seuls sur le coup. Et le souci si tu re-signes le King au max, c'est que tu te retrouves ultra limité ensuite en termes de salary cap. Alors re-signer James, c'est bien, mais si encore une fois ça implique que tu te mettes toi-même des bâtons dans les roues financièrement pour l'entourer, ça sert à quoi? Là, si on est pessimiste, on pourrait se dire que sur cette saison qui vient de s'écouler, les Lakers n'étaient pas bien loin de leur plafond. Ils avaient des role players de qualité qui globalement, en saison et en playoff, ont joué à leur niveau, ni plus ni moins. Ils ont eu la chance de voir pour une fois un Anthony Davis plus en forme que jamais, qui en jouant 76 matchs cette saison a battu son record en carrière. Et enfin, ils ont eu un LeBron James qui, bien qu'il ait soufflé ses 39 bougies cette saison, ne semblait pas vouloir régresser. Enfin si, bien sûr, il régresse, mais beaucoup moins qu'un mec de 39 ans devrait régresser normalement. Et là, ma question, elle est là. On le sait, il y a pas mal de planètes qui se sont alignées de la bonne façon l'an dernier pour les Lakers. Et pourtant, en playoff, ça n'a pas du tout suffi pour exister. Et puis espérer, là, en attendant les bras croisés que ces éléments veuillent bien se réunir à nouveau l'an prochain, c'est quand même plus qu'incertain. C'est pour toutes ces raisons que je pense que les Lakers doivent vraiment se bouger cet été. Comment? Eh bien, c'est bien là que commence le chantier. Désolé, mais un roster mené par LeBron et AD, ça se doit de terminer dans le top 6 de sa conférence, même dans une conférence ouest surchargée. Et déjà, les travaux, vous le savez, ils devront commencer par la recherche d'un coach. Si les pièces nécessaires semblaient plus ou moins présentes, l'alchimie, elle, n'a jamais vraiment semblé bien fonctionner cette année du côté de la Californie. Peut-être en effet, comme on l'a dit plus tôt, que Darvin Ham n'était pas l'homme de la situation. Puis je dois l'avouer, plusieurs fois ces rotations m'ont posé question, tandis que ces schémas défensifs, eux, n'ont jamais pu se montrer réellement efficaces. Après, il n'a pas été aidé non plus, c'est pas comme si les Lakers avaient des millions de défenseurs élites dans leur effectif. De plus, voir que l'équipe était l'une en NBA qui shootait le moins à 3 points, c'était problématique, d'autant plus quand on sait à quel point LeBron et AD ont besoin d'espace pour pouvoir développer au mieux leur jeu offensif. Non vraiment, quand je dis que Pelinka a du taf cet été, je plaisante pas. Changer de coach ne suffira clairement pas, mais en effet, cette idée peut tout à fait correspondre au premier changement. C'est ainsi qu'après Luke Walton, Frank Vogel et dernièrement Darvin Ham, LeBron va maintenant connaître une 4e tête au coaching à Los Angeles. Et là, Rob Pelinka a une certaine pression. A priori, le King a refusé d'être impliqué dans la décision. Il laisse faire le front office. Mais attention, au vu de la situation contractuelle de l'ailier, un mauvais choix, et ça pourrait potentiellement être la fin de LeBron James à Los Angeles. Comme le disait Byron Scott dernièrement, avec LeBron, il faut un coach qui laisse aussi LeBron coacher un minimum. Lui disait carrément qu'il fallait faire de James un coach joueur. Il exagère, je n'irai pas jusque là, mais je peux comprendre ce qu'il dit. Au vu du QI basket plus que reconnu du King, le faire participer à la construction des systèmes de jeu ne paraît pas être une idée déconnante pour les Lakers. Par contre, il faut s'en rendre compte. Les player coach, même si ça a été la mode à un moment, ça n'a plus existé depuis Dave Cowell.
Owens aux Celtics. Mais encore une fois, ce discours, même s'il me semble exagéré, je l'entends. Vraiment, avec LeBron, on parle d'une encyclopédie vivante du basket, d'un mec qui a dédié sa vie à ce sport et qui à lui seul a déjà vécu plus en NBA que la moitié des coachs réunis. Bien sûr que quand on parle de stratégie au basket, il faut écouter LeBron, et le nouveau coach, à mon sens, devra pouvoir répondre à ces conditions, plus que Darvin Ham en tout cas. Et là sur la liste, on a beaucoup de noms qui reviennent ces derniers temps, comme James Borrego, Scott Brooks, Kenny Atkinson, et même Tyronn Lue s'il devait être libéré par les Clippers, ce qui ne me semble que très peu probable. Selon les dernières infos toutes fraîches d'Adrian Wojnarowski, d'ailleurs, les Lakers seraient tout proches de faire une énorme offre à Dan Hurley, le coach de UConn, qui serait leur priorité a priori. De plus, de ce qu'il se dit, rien ne se fera sans l'avis d'Anthony Davis, qui, encore une fois, selon les dernières rumeurs, devrait être très impliqué dans la recherche de ce nouveau coach. Cependant, un nom revient bien plus ces derniers jours, et c'est celui de JJ Redick, le grand pote du King, avec qui, pendant ses playoffs, il anime un podcast. Il est vrai que Redick n'a aucune expérience dans le rôle, mais ce n'est pas la première fois que son nom est associé à celui d'une équipe. À maintes reprises, il a montré qu'il était un ex-joueur intelligent, qui était tout à fait capable de parler basket, et qui surtout entretient d'excellentes relations avec le King. Alors ouais, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner un JJ Redick en tant que coach, mais pour moi, si tu veux garder LeBron, c'est le meilleur choix. Tyronn Lue serait le profil idéal, mais comme je l'ai dit, il n'y a aucune chance qu'il soit dispo, les Clippers tiennent à lui. Redick, je me dis, du coup, de son côté, pourrait apporter une certaine fraîcheur, comme Lue l'avait fait à son arrivée à Cleveland en 2016. Et puis perso, j'aime l'idée de donner leur chance à de nouveaux visages en NBA, plutôt que de voir toujours les mêmes noms revenir et se partager 30 postes. Bien sûr, cette idée, après, c'est un peu qui tout double, et dans ce contexte, j'aurais quand même aimé qu'avant Redick ait le temps de faire un minimum ses gammes en tant qu'assistant. Cependant, pour cet été, l'occasion me semble bonne. À Los Angeles, il faut tenter un truc, et tenter le pari Redick me semble pouvoir avoir du sens. Donc ouais, mon choix pour les Lakers, ce serait lui, mais ça ne représenterait que le tout début des travaux. Mais avant de vouloir tout péter, regardons un petit peu qui va rester d'abord. Quelles sont mes certitudes, les joueurs que je veux indéboulonnables. Et le premier, je ne dis pas qu'il va rester à 100%, mais si je suis le GM des Lakers, je fais des pieds et des mains pour que ce soit le cas. Vous l'avez compris, il s'agit de LeBron James, et entre nous, je ne suis pas si certain qu'il ait tant envie d'ailleurs que ça. Cependant, j'aime bien le fait que sa situation de potentiel free agent permette d'envoyer un message au front office, en mode vous avez les clés, vous voulez que je reste, ok, mais ne faites pas de la merde. Parce que ouais, derrière, comme je l'évoquais plus tôt, d'autres équipes pourraient se montrer très agressives. Daryl Morey par exemple, GM des Sixers, est tout à fait prêt à mettre autant de billets verts que possible sur la table. Il ira même chercher Bronny si besoin. J'avais fait une vidéo à ce propos, LeBron correspond à tout ce qu'il recherche, et en plus de ça, il a ce qu'il faut pour le convaincre, des dollars et certaines promesses d'ambition, autour d'un duo déjà en place composé de Joel Embiid et de Tyrese Maxey. Bon après, quand je dis tout ce qu'il recherche, LeBron, j'abuse un peu, peut-être pas quand même. Autant j'adore la ville de Philadelphie, autant en termes de climat et de lifestyle, c'est pas non plus Los Angeles. Ceci dit, en termes de salaire et d'ambition, les Sixers ont des arguments, en tout cas suffisamment je pense pour permettre au King de mettre la pression sur les dirigeants des Lakers. Les Sixers feront un move, les Lakers se montreront convaincants et LeBron restera. Voilà comment je vois les choses se passer cet été. Je suis persuadé que le confort de vie et le business ont largement joué quand LeBron a pris la décision d'aller à LA. Pour moi, quand il a voulu rejoindre la Californie, c'était pour y prendre sa retraite. Maintenant qu'il a tout gagné et qu'il n'a plus rien à prouver à personne, je ne le vois pas sacrifier ce confort familial et déménager encore pour aller à nouveau chasser un titre au sein de la conférence Est. Je me trompe peut-être, hein, mais aujourd'hui, ça me semble assez peu probable de l'imaginer quitter Los Angeles. Maintenant, pour ce qu'il apporterait de positif aux Lakers, je ne vais pas perdre de temps. Pas besoin de vous faire un dessin pour démontrer à quel point conserver un joueur comme LeBron, même à bientôt 40 ans, est primordial. Les Lakers, c'est la franchise dans laquelle les légendes s'écrivent, et bien sûr que là-bas, tout le monde veut voir le King prendre sa retraite sous ce maillot. Ensuite, évidemment, il faut garder Anthony Davis. Si tu gardes LeBron, ne lui fais pas l'affront d'envoyer AD ailleurs ensuite. Et puis qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le AD, quand il est en bonne santé, et ces derniers temps il l'a été, il reste l'un des intérieurs les plus dominants de la ligue, et ce des deux côtés du terrain. Ouais, bien sûr, parfois son irrégularité fait mal, et sur certains matchs, qui néanmoins restent rares, il lui arrive de manquer de dureté. Cependant à LA, si l'avenir passe par LeBron, il passera aussi forcément par AD. Du coup, Next, il est indéboulonnable, c'est tout. Et le truc, c'est que Next, bof, parce que derrière le duo, en vrai, chez les Lakers, j'en ai pas des masses des joueurs que je veux garder à tout prix. Ouais, après, j'avoue, conserver Austin Reeves, ce serait pas mal quand même. Le management semble tenir à lui, et lui a montré, lors des playoffs 2023 et 2024, qu'il pouvait être une valeur sûre. Il a également prouvé, au moins offensivement, que son jeu pouvait largement compléter ceux de James et de Davis. Donc ouais, s'il y a moyen de garder Austin Reeves, je me dis que ça peut être une bonne idée. Néanmoins, je me dis d'un autre côté qu'en ce moment, sa cote est plutôt bonne. Team player par excellence, à 26 ans, il arrive à maturité. Il saura exactement mettre en place ce que le coach lui demande de faire dans une équipe qui désire avoir des ambitions. Alors je me dis que si une autre franchise est prête à faire une belle offre pour Austin, ce serait une erreur de vouloir le garder contre vents et marées. Je sais bien pourtant que des rumeurs datant de la deadline disaient qu'il était absolument intransférable. Le management aurait même directement refusé toute discussion qui l'impliquait en février dernier, même pour des joueurs comme Dejounte Murray ou Kyrie Irving. Aujourd'hui, ça semble assez fou, et justement, je pense que les choses ont peut-être changé maintenant. Les Lakers se sont fait éliminer prématurément en playoff, et la vision de Rob Pelinka a
forcément évoluer. À part Reeves, j'aime bien Hachimura aussi, et pourquoi ne pas le garder? Depuis son arrivée à la deadline de 2020, grosso modo, il a fait ce que l'on attendait de lui, en apportant de l'énergie notamment, mais aussi du scoring au poste 4. En revanche, malgré ses bons pourcentages à longue distance, il n'est pas non plus un joueur qui shootera à 3 points sur un gros volume, et n'est pas non plus un défenseur expert. Alors encore une fois, Rui Hachimura, je l'aime beaucoup chez les Lakers, mais si en termes de fit, je peux trouver mieux, je pense que je n'hésiterai pas à l'envoyer ailleurs. Et puis, est-ce qu'il vaut vraiment ces 17 millions par an? A-t-il vraiment le niveau pour être un titulaire indiscutable? Ça aussi, c'est des questions pour lesquelles j'ai des doutes concernant la réponse. De toute façon, si tu veux te renforcer, tu seras obligé de te séparer au moins d'un joueur de ce type, Reeves ou Hachimura. Mais allez, encore une fois, avant de trop nous emballer, observons un petit peu la situation salariale de la franchise, histoire de savoir ce qu'il est possible de faire, ou non. Et là, il faut l'admettre, c'est assez bouché. Taurean Prince est free agent et peut potentiellement représenter une option, s'il veut revenir. D'Angelo Russell, Cam Reddish et Jackson Hayes devraient a priori aller voir ailleurs. Les 3 joueurs disposent d'une player option, et les tendances laissent penser que au moins D'Lo la déclinera. Cependant, même dans cette situation, si tu files le max à LeBron, tout de suite, tu limites énormément ta marge de manœuvre. Et entre nous, vu les discours que le King a tenus par le passé, à ce propos, je ne le vois pas, en 2024, faire à nouveau un sacrifice financier comme il l'avait fait à l'époque du 8. Du coup, ouais, pour recruter autour de LeBron, a priori, les Lakers ne disposeront que de contrats minimum et de la taxpayer mid-level exception. C'est pas ouf, elle est évaluée à environ 5 millions de dollars. Je le répète, hein, c'est pas BZF, c'est pas avec ça que tu peux imaginer complètement transformer l'équipe. Alors est-ce que via la draft, tu peux espérer faire quelque chose de mieux? Eh bien, honnêtement, ça ne me fait pas rêver non plus. Après, ce qui est plutôt bien, c'est que pour une fois, l'équipe possède quelques pics, pour le présent et pour le futur. Alors qu'à la base, elle ne devait pas drafter au premier tour en 2024, les Pelicans ont préféré décaler le choix des Lakers qu'ils possédaient pour 2025. C'est ainsi que pour cette QV, les Californiens se retrouvent avec le pic 17 et le pic 55. Bon, et là déjà, toutes les rumeurs qui disent que les Lakers doivent aller chercher Bronny avec le choix 17 pour contenter le papa, j'ai envie de dire stop. J'en avais parlé dans une vidéo récente. Aujourd'hui, Bronny n'a ni le niveau, ni le potentiel pour mériter d'être sélectionné au premier tour. On va donc arrêter avec ces conneries. Pourquoi pas avec le choix 55 à la limite, mais avec le choix 17, ça me semble hors de question. Complètement. Maintenant, il peut y avoir quelques jeunes intéressants pour les Lakers dans cette QV, j'en parlerai plus tard. Ceci dit, malgré ça, si tu gardes LeBron et AD, tu es forcément dans une équipe de win now, et pas sûr que tu aies vraiment le temps de développer des prospects. Par contre, ce pic-là, si tu ne draftes pas ce qu'il te faut avec, là où il peut être utile, je me dis, c'est sur le marché des transferts. Bah ouais, de toute façon, si tu ne peux ni te renforcer via la free agency, ni via la draft, il ne te reste que ça. Alors dans ce cadre-là, quels sont les assets que les Lakers pourraient envoyer ailleurs dans la vision d'améliorer l'effectif? Déjà plus tôt, on a parlé d'Austin Reeves ou de Rui Hachimura, en cas de belles offres. Pourquoi pas? À ces joueurs-là, on peut ajouter le choix 17. Ce pic, les Lakers ne pouvaient rien en faire à la dernière deadline, vu qu'à cette époque-là, il appartenait encore aux Pelicans. Désormais, les choses ont changé, c'est le 2025 qui appartient aux Pelicans, et je trouve que ça fait un asset supplémentaire vraiment intéressant dans l'idée d'explorer le marché des transferts. Et puis, derrière ces éléments, parmi les joueurs qui peuvent potentiellement afficher une certaine valeur, on peut penser à Gabe Vincent et Jared Vanderbilt. Au vu de leurs blessures récurrentes, tu n'en tireras pas grand-chose, je pense, mais ils peuvent tout à fait servir de salary filler. Enfin, Jalen Uchifino, qui n'a pas su se montrer convaincant lors de sa saison rookie, a seulement 20 ans. Une équipe désireuse de le développer pourrait se montrer intéressée par son profil et son potentiel. Avec tous ces éléments, à mon avis, t'as pas mal de solutions qui potentiellement peuvent s'ouvrir à toi sur le marché des transferts. Les plus gros moves pour renforcer l'équipe, je pense, passeront forcément par là. La free agency pourra toujours servir ensuite pour signer des joueurs de complément à prix réduit. Mais allez, encore une fois, avant de tout péter, vous allez voir, essayons d'identifier les principaux besoins de ces Lakers, histoire de savoir vers où aller. Et là, je trouve qu'il y a des enseignements à tirer de ces playoffs. Les Timberwolves, pour battre les Nuggets, ont eu besoin de très bons défenseurs, capables en même temps d'assurer un minimum de l'autre côté du terrain. Pas besoin de rappeler comment les Mike Conley ou les Jaden McDaniels ont été surprécieux dans la série. Parce que, ok, Anthony Davis est un bon défenseur, très bon défenseur même, pas de souci. Par contre, je ne veux pas qu'on attende d'un LeBron de 40 ans qu'il soit encore un lockdown, ni même le deuxième meilleur défenseur de l'équipe si j'exagère. Non, en fait, je veux l'inverse, je veux limite qu'à 40 ans, il soit constamment le plus mauvais défenseur sur le terrain, et je me dis que c'est possible. Je ne veux pas que ce soit lui qui ait attiré les autres vers le haut défensivement, mais l'inverse. Cette année, aussi talentueux soit-il en attaque, des joueurs comme Austin Reeves et D'Angelo Russell ne permettaient pas ça, et pour moi, le plus gros manque de l'équipe était ici. Ça manquait de véritables two-way players dans le 5 pour aider LeBron. Là-dessus, je suis assez sûr de moi, et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les équipes qui performent en ce moment. À son arrivée, Derrick White, qui pourtant est loin d'être une superstar, a clairement tiré les Celtics vers le haut. À son échelle, Derrick Jones Jr., chez les Mavericks, autre finaliste, a su prendre un rôle essentiel dans le succès de l'équipe texane. On peut également parler des arrivées d'Oggi Anunoby et de Josh Hart au Knicks dans la même veine. Les exemples sont nombreux. Pour moi, c'est clairement ce type de joueur qu'il manque aux Lakers pour viser plus haut à l'heure actuelle. Et généralement, en plus de ça, pour obtenir ce type de joueur, il n'a pas fallu beaucoup plus qu'un premier tour de draft à échanger. Cette saison, en playoff face aux Nuggets, au premier tour, les Californiens n'ont pas pu lutter, principalement, selon moi, parce qu'il leur manquait ce style de gars dans l'effectif. LeBron le disait en fin de saison, pour gagner, il faut une, voire deux stars, mais à côté d'eux, il faut de véritables soldats, sur qui l'on peut compter en attaque, mais surtout en défense tous les soirs, pendant que les franchise players, eux, mettront les points.
points. Et donc pour recruter ce genre de joueur aux Lakers, que propose le marché? Eh bien pour observer ça, tout va commencer le 26 juin, à la draft, avec ce fameux 17e choix. Bon, pas sûr que les Lakers l'utilisent, mais si jamais c'est le cas et qu'ils veulent le faire, quel prospect pourrait être intéressant pour eux? Pour être honnête, j'en trouve pas mal, mais j'ai décidé de n'en garder que deux, qui me semblent assez réalistes et qui pourraient, je pense, correspondre à certains besoins de cette franchise. Le premier, c'est Zach Edey, qui au vu de son profil de pivot à l'ancienne a toujours des chances d'être dispo à ce moment-là de la draft. En contrepartie, il est un joueur mature de déjà 22 ans qui, déjà au niveau NCAA, a su montrer qu'il pouvait être l'un des tout meilleurs joueurs du pays, si ce n'est le meilleur. Son jeu, qui se situe essentiellement au poste, ainsi que son manque de mobilité, inquiète, c'est réel. Cependant, je reste persuadé qu'il peut être un bon backup derrière Edey, et qui sait, si ça fonctionne, pourquoi ne pas imaginer associer les deux intérieurs dans le 5. Et puis un backup intérieur, avec un physique déjà NBA ready et une maturité qui n'est plus approuvée, je me dis que ça ferait forcément du bien à ce banc des Lakers. Et si les Californiens ne veulent pas d'un pivot, pas grave, il y a toujours moyen d'aller chercher un meneur, il y en a pas mal dans cette draft. Avec la player option de D'Angelo Russell, ce poste pourrait se retrouver complètement désert l'an prochain, et l'équipe, je pense, aura quoi qu'il arrive besoin de se renforcer sur les lignes arrière. Et ce qui est bien, c'est qu'à la draft, avec le pick 17, un certain Isaiah Collier pourrait toujours être dispo. Alors qu'il y a encore un peu moins d'un an, il était prévu comme le top pick de cette draft, sa mauvaise saison à USC a depuis changé la donne. Des doutes existent sur son shoot et sa propension à perdre beaucoup trop la balle, certes. Cependant, il est un meneur costaud, physique et plein d'énergie, qui peut néanmoins peser des deux côtés du terrain, grâce à sa puissance et son jeu en pénétration. S'il est encore dispo avec le 17e pick, je me dis que les Lakers seraient bien intéressés de s'intéresser à son dossier. Ceci dit, je l'expliquais plus tôt, Edey ou Collier c'est bien, mais ça ne va pas complètement changer les ambitions de ton équipe du tout au tout, surtout que rien ne dit qu'ils seront encore disponibles avec le choix 17. Voilà pourquoi, à mon sens, ce pick, il faut le transférer et le mettre dans un package, histoire d'essayer de récupérer plus gros en échange. Mais là, sur le marché des transferts, la question on peut se la poser, qu'est-ce qu'il y a de disponible pour cet été? Déjà on le sait, des joueurs comme Donovan Mitchell, Trae Young, Darius Garland, Michael Bridges, Brandon Ingram et Jimmy Butler pourraient tous potentiellement être sur le bloc pendant cette off-season. Pour eux, les Lakers peuvent toujours tenter de faire un pack autour de leur first pick, mais honnêtement, ça ne me semble pas du tout suffisant, même avec des joueurs comme Reeves ou Hachimura. Parmi ces noms, par exemple, je sais que celui de Trae Young est très souvent associé avec celui de la franchise californienne. C'est vrai qu'en termes de scoring, mais surtout de shoot et de playmaking, il apporterait à l'équipe beaucoup de choses qu'elle recherche pour entourer LeBron et AD. Cependant, avec Young, pour la défense, on repassera, et comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr que les Lakers possèdent les arguments pour convaincre les Hawks de leur lâcher un joueur comme Ice Trae. Par contre, peut-être qu'avec son coéquipier Dejounte Murray, il y a moyen de faire quelque chose. Pour être franc, je ne suis pas certain que du côté d'Atlanta, on veuille continuer à construire autour de Trae et Dejounte. Voilà pourquoi je pense que le second pourrait être sacrifié, et j'imagine les Hawks moins gourmands le concernant. De plus, même si en défense ces dernières années il n'a pas forcément toujours montré qu'il pouvait être le joueur élite qu'il était aux Spurs, il apporterait aux Lakers des qualités indispensables dans le domaine. Et puis, il appartient à l'agence Clutch Sport, l'agence de LeBron James, ou plutôt de Rich Paul, comme vous voulez. En tout cas, je me dis que ça pourrait faciliter sa venue à Los Angeles. Pour moi, même si lors de la dernière deadline, les Lakers ont dit qu'ils ne voulaient pas se séparer de Reeves, il doit être une cible à observer de très près. Surtout que depuis on l'a vu, les choses ont sûrement changé pour les Lakers, qui ont plus d'assets en plus, et peut-être qu'aujourd'hui, ils pourraient convaincre les Hawks. À côté de ça, sur le marché des transferts, d'autres éléments me semblent super intéressants à courtiser. Parmi eux, je vais vous faire une liste parce qu'ils sont nombreux, je pense que des mecs comme Alex Caruso, Deni Avdija, Malcolm Brogdon, Keldon Johnson ou Dorian Finney-Smith pourraient potentiellement être accessibles pour les Lakers sur le marché des trades. À côté de ça, plusieurs fois, j'ai entendu le nom de Kyle Kuzma annoncé parmi les rumeurs auprès de la fanbase des Lakers, mais franchement, pas sûr qu'il soit super ravi de retourner à Los Angeles pour y retrouver un rôle secondaire. Quoi qu'il en soit, pour cette intersaison, ça fait tout plein de pistes très cool à poursuivre pour Rob Pelinka. Ensuite, la free agency servira à renforcer le banc, avec des role players, grâce à des contrats minimums et grâce à cette fameuse taxpayer mid-level exception. Pour ça, parmi les agents libres potentiels qui pourraient accepter une telle offre, là encore, j'ai listé quelques noms que j'imagine potentiellement aux Lakers. Parmi eux, Caleb Martin, Talen Horton-Tucker, Markelle Fultz, James Wiseman, Jalen Smith, Lonnie Walker, Robert Covington ou encore des joueurs comme Buddy Hield, Tyus Jones, Chuma Okeke, Sam Hauser ou Xavier Tillman. Certains seront bien plus faciles à avoir que d'autres, mais à mon sens, tous pourraient apporter des choses super intéressantes dans un rôle de rotation sous le maillot californien. Après, je sais qu'en ce moment, on parle pas mal aussi de Chris Paul et de DeMar DeRozan dans les rumeurs. Ok, mais je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre, notamment DeRozan, soit prêt à faire un si gros sacrifice financier, même pour jouer à Los Angeles. De plus, on l'a vu par le passé, entourer LeBron et AD de vétérans, même si sur le papier ça peut être chouette, dans les faits, ça n'a pas vraiment fonctionné. Du coup, maintenant qu'on sait tout ça, quel move je ferai dans cette franchise? Eh bien, vous l'avez compris, ma priorité irait vers Dejounte Murray. Comme je l'expliquais précédemment, je pense qu'au poste 1 à Los Angeles, il pourrait se retrouver comme un poisson dans l'eau. Plutôt que de vivre dans l'ombre de Trae Young, il pourrait largement soulager LeBron à la création, tout en se concentrant largement sur la défense, lui qui, on le sait, peut être un crack dans le domaine. Après un passage en demi-teinte à Atlanta, où au vu de la présence de Trae Young, il n'était pas forcément bien utilisé, je le vois tout à fait relancer sa carrière dans une équipe comme celle de Los Angeles. Pour le faire venir, je formulerai une offre autour d'Austin Reeves, du pick 17, auquel j'ajouterai Gabe Vincent, pour les salaires surtout, mais aussi Jalen Uchifino, pour sa jeunesse et son potentiel. Pour moi, même s'il faudra peut-être ajouter quelques seconds tours et des pick swaps, c'est ce genre d'offre qu'il faudra formuler aux Hawks pour espérer
espérer récupérer Murray. Et puis on s'en rappelle, on est dans un monde où ni D'Angelo Russell, ni Cam Reddish, ni Jackson Hayes n'activent son option. Il va donc falloir largement continuer à recruter. Voilà pourquoi, ensuite, j'essaierai de faire venir Alex Caruso. Lui, on sait ce qu'il apporte. Il est super apprécié par LeBron, et même par toute la fanbase des Lakers. Essentiel lors de la quête du titre en 2020, il pourrait tout à fait compenser le départ d'Austin Reeves offensivement, tout en apportant une défense que Reeves, lui, n'est pas capable d'assumer aussi bien. Pour moi, c'est une vraie plus-value. Surtout qu'au vu de la situation des Bulls à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que les dirigeants recherchent une grosse contrepartie en échange. Organiser un sign and trade autour de D'Angelo Russell plus le first pick 2029 pourrait largement faire l'affaire, je me dis. Surtout que là, je suis même plus un GM de pacotille, je suis devenu un savant fou, parce que sur les transferts, je ne m'arrêterai même pas là. En effet, j'essaierai ensuite de convaincre les Nets de me lâcher Dorian Finney-Smith. Lui remplirait parfaitement le rôle de 3&D que les Lakers recherchent désespérément depuis quelques saisons. Spécialiste du shoot externe et de la défense, il fitterait parfaitement, je trouve, dans l'effectif que j'essaye de construire. En leur lâchant Rui Hachimura, il y a sûrement moyen de le récupérer, et même peut-être de choper Dennis Schroeder en plus, en meneur backup par la même occasion. Encore un joueur qui connaît bien la maison, et encore une idée qui me plaît. Déjà, ça nous fait une belle base. Il ne reste plus qu'à utiliser comme prévu la free agency pour remplir le banc. Là, pour commencer, avec les 5 millions et quelques de ma taxpayer mid-level exception, je tenterai ma chance avec Jalen Smith. Pas sûr qu'il accepte un salaire si bas, mais sait-on jamais. Je ne suis pas certain que Smith reçoive non plus des tonnes d'offres cet été s'il n'active pas son option, et le défi californien pourrait lui plaire. Cette saison à Indiana, il a montré qu'il pouvait être un role player efficace des deux côtés du terrain, qu'il soit titulaire ou remplaçant. J'aime aussi sa polyvalence et sa capacité à jouer sur les deux postes dans la raquette. Ajoutons à ça qu'il possède un petit shoot de loin, et ouais, je me dis qu'il remplit pas mal de cases que j'attends pour un intérieur backup à Los Angeles. Le truc, c'est que si je fais un tel move, après je n'aurai plus que des contrats au minimum vétérans à proposer. Pas grave, on sait que le gros marché des Lakers arrive parfois à lui seul à convaincre certains joueurs de s'asseoir sur pas mal de millions. Voilà pourquoi j'insisterai dans mon idée de 3&D en allant chercher Robert Covington. Même si les blessures ne l'ont pas franchement aidé ces dernières saisons, il reste un joueur de devoir qui apportera de la défense au périmètre et du shoot externe, tout ce qu'il faut. Dans la même veine, ensuite, j'irai choper Caleb Martin en provenance de Miami. S'il a eu du mal à confirmer ses excellents playoffs de 2023, il est un soldat, comme je les aime, et comme LeBron semble vouloir à ses côtés. Il est un joueur capable de jouer à plusieurs postes, qui peut attaquer, défendre et surtout apporter une énergie folle et se battre sur absolument tous les ballons. Le mec a l'expérience des matchs clés et des longues séries de playoffs. Il en faut des joueurs comme ça à Los Angeles. Enfin, toujours dans un profil assez similaire, je tenterai ma chance avec Najee Marshall, un joueur très dur là encore, qui a montré de vrais progrès au tir cette saison avec les Pels. Il est un role player facilitateur qui là encore correspond parfaitement au genre de profil que je recherche pour cette équipe. Et allez, pour finir, si ça peut vous faire plaisir, avec le pick 55, on va chercher Bronny. Et voici à quoi ressemblerait mon roster des Lakers pour la saison 2024-2025. Même si évidemment c'est beaucoup plus facile de faire ça depuis ma place de GM fictif devant mes écrans, je me dis qu'il y a un monde où les Lakers peuvent bâtir un effectif qui ressemble à quelque chose comme ça. Ici j'ai atteint mon objectif et c'est ce que j'aime. Dans le 5, LeBron peut être considéré comme le moins bon défenseur et il pourra enfin déléguer des responsabilités de ce côté-là du terrain. À côté de ça, je pense que le backcourt Murray-Caruso est un énorme step-up par rapport au backcourt Russell-Reeves. Ok, offensivement ça peut se valoir, et encore, mais défensivement c'est le jour et la nuit. Pour compléter le 5, Dorian Finney-Smith n'a peut-être pas le talent d'un Rui Hachimura. Cependant, au vu de son profil, son fit me semble bien plus évident pour les Californiens. Ensuite, sur le banc, on a des soldats, des role-players, des joueurs de valeur, qui tous sauront apporter leur qualité sur de courts passages, et seront largement dépannés en cas de blessure. Non, franchement, j'aime vraiment l'équipe que JJ Redick pourrait avoir sous la main pour sa première saison NBA en tant que coach. Après, on n'en est pas là, et pas sûr que Dejounte Murray, qui est un peu la clé de voûte de ma construction aujourd'hui, soit lâché si facilement que ça par les Hawks cet été. Ceci dit, si d'ici octobre, Rob Pelinka arrive à construire un roster comme ça, qui me semble cohérent et qui se base essentiellement autour de la défense, je me dis que les Lakers auront de quoi nourrir quelques ambitions potentiellement pour la saison prochaine. Vous en pensez quoi ?